Plus le temps passait et plus la police et la population étaient inquiètes. Le major Robert Worth participa à la mise sur pied d'une ligne téléphonique et encouragea le public à transmettre toute information pertinente. La population était préoccupée par cette disparition. Nous avons donc établi un poste de commandement et installé des lignes téléphoniques ici au quartier généraux. Nous avons ensuite transmis les numéros de ces lignes au public pour obtenir des informations. Les gens appelaient pour transmettre ce qu'ils avaient vu. L'un d'entre eux déclara avoir aperçu Joanne près de la voie ferrée derrière chez elle en compagnie d'un inconnu. Elle avait un bébé dans les bras et semblait effrayée. Le ravisseur l'attirait de plus en plus profondément dans les buissons. Suite à cet appel, les agents du FBI et la police d'État organisèrent une battue sur une distance de 6 km le long de la voie ferrée. Les recherches se poursuivirent au cours de la nuit. Le secteur fut examiné au centimètre près pendant que des hélicoptères survolaient les environs. Malheureusement, ce fut en vain. L'agent Joe Kosvar était alors le second de Bob Egan. Il y eut d'autres appels importants par la suite. On avait vu la jeune femme près de la voie ferrée. On l'avait vue à bord d'un avion. Certains disaient qu'elle était dans une épicerie avec son enfant. Mais nous n'avons pas pu vérifier une seule de ces déclarations. C'était des fausses pistes. Apparemment, ces personnes s'étaient méprises sur l'identité de la femme qu'elles avaient vue. La période des fêtes s'acheva et bientôt le printemps revint, sans nouvelles de Joanne ni d'Alex. Le 9 avril, un fermier labourait son champ à Heidelberg, à 20 km au nord-ouest de Catasauqua. Il aperçut un tas de vêtements au bout du champ. En s'approchant, il constata à sa plus grande consternation qu'il s'agissait de restes humains. Le FBI et les agents de l'État se rendirent immédiatement sur les lieux. On confirmerait bientôt, grâce au dossier dentaire, que les corps étaient ceux de Joanne et d'Alex Katrinak. Joanne gisait sur le dos, un sac contenant des couches encore accroché à son épaule. Elle avait reçu un projectile à la tête et avait été frappée au visage à plusieurs reprises. L'enfant était couché, le visage contre le ventre de sa mère. Il portait l'ensemble bleu qu'elle lui avait mis pour aller voir sa grand-mère. Leur corps était à 20 mètres d'un sentier qui traversait la forêt. Les experts découvrirent dans les environs un biberon et un hochet. Pour l'agent Bob Egan, l'emplacement de ces objets était révélateur. C'était comme si les objets étaient tombés en séquence. Lorsque l'assaut a eu lieu, Joanne marchait, ou alors elle courait en direction opposée de son assaillant et allait échapper ses objets. Le meurtrier semblait avoir conduit jusqu'au bout du chemin et forcé Joanne à marcher les 20 derniers mètres. Les experts mirent 15 heures à fouiller le secteur. Il n'y avait aucune empreinte digitale ou trace de pas, ni aucune douille ou arme du crime.